Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui un épisode bonus sur le portrait inspirant d'une motarde, Alison Grün, qui est fondatrice de la société FreeW depuis 2020 et qui valorise l'émancipation des femmes à travers la moto, et ce, dans le monde entier. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Alison en octobre 2022 pour la suivre à travers une aventure de folie au Népal et qui aura marqué ma vie de motarde, mais pas que. Et le concept de ce séjour, qui s'appelle Meet the Woman of Nepal et qui se traduit en français par « À la rencontre des femmes au Népal », va bien au-delà d'une simple rencontre avec la population locale. C'est la rencontre entre motardes venues du monde entier et de cet esprit de sororité qu'Alison aura réussi à instaurer tout au long du voyage. C'est aussi d'aller à la rencontre des femmes népalaises et de tout ce qu'elles avaient à nous faire partager à travers une culture incroyablement riche dans tous les sens du terme. Mais la femme que l'on rencontre avant tout, c'est celle qu'on croyait connaître, celle qui est profondément enfuie en nous et qui ne réclame qu'à sortir qu'à coups de vombrissement. Bonjour Alison, comment vas-tu ? Salut Annie, ça va très bien, ravie de te revoir. Oui, moi aussi, c'est pareil. Donc Alison, moi je te connais depuis 1 an et demi maintenant. Et je suis partie à la pêche aux informations pour réaliser cette interview. Et finalement, en regroupant toutes les informations, j'ai l'impression que je découvre encore d'autres facettes de ta vie et de ta personnalité qui me paraît de plus en plus indéfinissable. Donc, je voudrais savoir comment toi, tu te définirais. Oula, ça c'est une bonne question. C'est vrai que j'aime pas trop me mettre dans des cases. C'est sûrement la raison pour laquelle effectivement t'as l'impression que c'est pas évident de me définir. Mais je me définirais comme une personne, une aventurière passionnée et engagée. Voilà. T'as été plongée dans l'univers de la moto très jeune, à l'âge de 4 ans. T'étais déjà en train de t'agripper à ton papa qui est passionné d'Harley-Davidson. Et ça a été quoi ton parcours en tant que motarde après ça ? Comme tu dis, en fait, j'étais passagère toute jeune. À l'époque, dans les années 80, il y avait pas tant de règles de sécurité, on va dire. Donc, à 4 ans, mon père m'attachait sur le siège arrière, enfin sur la selle arrière de la moto, et on partait de Paris en Corse, voilà, et on partait en vacances à moto. Donc, très jeune, j'ai eu ma première moto électrique à mes 4 ans. Pour rouler dans le jardin. J'ai eu mon premier scooter, j'avais 14 ans parce que justement mon père ne voulait pas que je monte derrière les petits copains et il préférait que j'ai mon propre 2 roues. Et à 19 ans, j'ai eu ma première Harley. Et puis voilà, j'ai jamais eu de voiture, donc j'ai toujours été à 2 roues. Donc, à 19 ans, c'est ça, tu m'as dit que tu as eu ton permis. Alors, j'ai eu mon permis à 18 ans, mais j'ai eu ma première Harley à 19 ans. Et dès que tu as eu ta Harley, t'es partie voyager à travers le monde. Comment ça s'est passé ? Ça a été quoi ton parcours après ça ? Non, pas vraiment. Déjà, je voyageais pas mal en France, justement avec mon père, avec le club. Mon père avait un club Harley, dont il fait toujours partie, les Morphales. Donc, on était, je passais beaucoup de temps avec ce club. On est parti en Italie, on est parti en Espagne. Effectivement, j'ai fait mon premier trip, on va dire solo. J'avais 20 ans, je suis partie toute seule en Angleterre et là pour le coup j'avais un petit Sportster 883 donc pas assez gros pour mettre mes bagages, donc du coup j'ai pris le Dyna 1340 de ma mère à l'époque et j'ai mis mes gros bagages dessus pour aller faire un stage chez Harley-Davidson à Oxford en Angleterre. À l'époque j'avais 20 ans. Donc ça c'était mon premier trip, on va dire un peu solo. Après j'ai fait d'autres voyages à moto aussi et c'était plus régulièrement, c'était mix quoi, un petit peu en groupe avec des amis. Je partais en vacances avec mes copains motards aussi à l'époque, entre 20 25 ans. Eux ils étaient plutôt en sportive. On partait en vacances à moto et puis après j'ai aussi fait un solo trip aux États-Unis, en Floride. Là, je crois que j'avais 26, 27 ans. Multiples trips, on va dire à la fois solo et groupe.
quand je suis partie en Asie en 2014, là, j'ai aussi acheté une moto sur place, donc j'ai pas mal voyagé seule en Malaisie. Et puis j'ai fait 2 voyages, on va dire, comme on dit un peu life changing. Là, c'était en groupe en Inde et au Népal avec un groupe de motards, des amis belges de mon père qui voulaient faire des trips un peu aventure en Inde au Népal. Et mon père leur a dit oh là là, mais Alison, elle est en Malaisie, vous devriez l'appeler, elle serait trop partante. Et donc effectivement en 2017 j'ai fait l'Inde, en 2019 j'ai fait le Népal avec ce groupe et c'est là que effectivement j'ai fait des contacts localement, c'est là que j'ai découvert voilà le off-road, c'est là que je me suis fait des amis localement et voilà, et c'est là aussi que j'ai réalisé l'importance de la mobilité des femmes. Et notamment dans ces zones rurales où une fois on s'est arrêté et j'ai vu mon ami qui avait un enfant derrière lui et je te raconterai peut-être un petit peu cette histoire plus tard parce que je sais que c'est un sujet que tu veux développer. Tu as voyagé à travers le monde, tu as fait plusieurs jobs, tu es diplômé de Manchester Business School en Angleterre, hein. Tu t'installes en Malaisie. Tu as travaillé dans le domaine du management des équipes à l'international, donc tu rentres, on va dire, dans un monde qui est plutôt corporate. Hein. Mais au fond de toi, il y avait quelque chose qui cherchait à s'exprimer. Et en fait, cette voix qu'on n'a pas toujours envie d'écouter, car on sait que si on l'écoute et qu'on la suit, il y aura une révolution dans notre vie. Et toi, ta voix, ça a été l'entrepreneuriat. C'était quoi le déclic qui te dit « Ok, allez, hop, moi je fonce, je me lance ». Écoute, tu l'as très très bien exprimé. Notre cerveau, je pense que l'humain est fait pour éviter de se mettre en difficulté. Donc, si on est dans une situation de sécurité, pourquoi aller se mettre en danger et aller se sortir de sa zone de confort ? Voilà. Mais la réalité, et ce que j'ai réalisé, c'est que, pour moi, la vie, elle commence justement souvent à la limite de cette zone de confort. Et en fait, je dirais pas que j'ai eu un déclic, mais quelque part, j'ai eu la chance, je disais toujours blessing in disguise, de perdre mon job en 2020. Et finalement, la perte de ce job, juste à l'entrée du Covid, a été une opportunité finalement pour moi de me poser la question et de me retrouver dans le vide où là j'avais vraiment un choix. Et c'était l'opportunité en fait pour moi de dire c'est peut-être un signe du destin, c'est peut-être le moment où j'avais jamais eu de break dans ma carrière. J'avais commencé à travailler à 19 ans. Après je me suis arrêtée, j'ai refait quelques études et puis des années d'études en Angleterre et puis après j'ai repris à travailler et j'ai jamais eu vraiment de gap et voilà, et lâcher un travail pour monter une entreprise sociale, forcément j'avais beaucoup de self-limiting beliefs. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, j'avais une sécurité de l'emploi, une bonne situation, expatriée en Malaisie. Qu'est-ce que j'allais abandonner mon job pour faire une entreprise sociale et suivre ma mission de vie, quoi. C'était un peu fou. Et en fait, le destin a choisi pour moi. Et le fait de perdre mon job, ça a été un peu le déclic. Et ça m'a permis de me poser de vraies questions. Et honnêtement, en étant en plus seule à l'époque en Malaisie pendant le confinement, pendant 3 mois, sans job, dans mon appartement, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu eu le temps de réfléchir sur ce qui était important dans ma vie, quoi, et ce que j'avais envie d'en faire. Comment est né le projet de Meet the Woman of Nepal, hein ? Alors en fait, justement, au moment où j'ai perdu mon travail, je suis partie. J'avais prévu de toute façon un trip au Népal parce que justement, comme je te disais, suite à mes précédents voyages, j'avais vraiment connecté avec l'équipe locale et j'avais prévu de partir une semaine faire du bénévolat, voilà, au Népal. Et donc, je venais de perdre mon job, mais j'y suis tout de même allée. Et effectivement, je discutais avec mon ami localement, Souchante,
et qui me dit, mais Alison, on aimerait bien, est-ce que tu peux emmener d'autres clients pour qu'on fasse des aventures à moto, etc. Et moi, un petit peu sur le ton du mot, je dis, bah oui, mais bon, ce serait bien d'avoir des guides touristiques femmes, parce que moi, je veux bien t'emmener des copines, et je pense que, tu vois, les road trips qu'on a fait, j'ai bien aimé, mais on n'a pas partagé avec les femmes locales. Moi, j'avais envie de leur parler, j'avais envie de comprendre comment elles vivaient, et j'adore le côté aventure, mais j'aurais bien aimé prendre plus mon temps et apprendre à connaître les Népalaises, quoi, les femmes népalaises, parce que je les trouve vraiment inspirantes, et je les trouve d'une force spirituelle et physique, et voilà, j'aimerais voilà. Et je lui dis, il nous faut des guides touristiques à moto femmes pour faciliter ces interactions. Et là, il me dit, oh, mais ça existe pas, les femmes ici, elles conduisent pas les motos, et surtout pas des grosses motos, et pas des guides touristiques. Et c'est parti de là. Et parce que, bah voilà, je me suis dit, j'aime pas ce qui n'est pas possible. Un peu sur un pari, j'ai dit, bah écoute, moi, je veux bien t'emmener des clientes, mais si on trouve des guides féminines. Et c'est un petit peu, voilà, c'était un petit peu l'histoire de base, bien sûr, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça a été l'histoire un peu le déclic de Meet the Women of Nepal, et comment ça a commencé, quoi. Mais c'est incroyable parce que c'est parti presque sur un défi, hein. Donc, qui a fait justement que ce projet a pu se concrétiser. Et malheureusement, en fait, c'est tombé en pleine période Covid, non, justement ce projet, en tout cas, sa concrétisation, hein. Comment tu as géré justement ça? Tout à fait. Donc si tu veux, l'idée a émergé en 2020, et après, donc l'idée c'était de dire, bah voilà, on va trouver des femmes locales qui veulent nous emmener voyager, et si tu veux, j'étais assez centrée sur, voilà, emmener des femmes partout dans le monde, expérimenter l'aventure, enfin, que j'avais vécue, et partager cette aventure avec elles, et en s'appuyant sur des femmes locales qui puissent nous faire vivre ces expériences. Et en fait, ça m'a fait réaliser qu'effectivement, ben pour qu'on puisse vivre ça, il y avait peut-être quelque chose à faire aussi avec les femmes locales, parce qu'effectivement, il y en avait qui étaient intéressées, mais qui savaient pas forcément conduire, ou c'était pas forcément, il fallait un peu challenger le statu quo dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la moto. Et en rentrant en Malaisie, comme on pouvait pas organiser encore ces road trips, etc., j'ai commencé à donner des cours de moto. Et c'est là que j'ai réalisé effectivement, déjà le manque de formation de qualité. Dans beaucoup de pays d'Asie, on t'apprend pas vraiment à conduire. Et puis j'ai aussi réalisé l'importance de la mobilité pour accéder à des opportunités économiques, et l'importance de la mobilité en général pour les femmes. Et donc c'est ce que je te racontais, j'avais commencé à te raconter au début. Lors d'un de mes voyages, Sushant s'est retrouvé avec un petit enfant derrière lui à moto à un moment donné dans un village, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cet enfant, quoi? Tu sais que tu as récupéré cet enfant, qu'est-ce que tu fais avec un enfant derrière toi? Et il me dit, bah écoute, le village dans lequel on était juste avant, sa mère m'a demandé de l'emmener chez le docteur, parce que ça fait 3 jours que cet enfant est malade, et sa maman ne sait pas conduire, le bus n'est pas passé, et le mari n'est pas là, et elle est bloquée, quoi. Et là, j'ai réalisé à quel point, en fait, la mobilité était aussi importante pour l'émancipation des femmes, que ce soit physique, émotionnelle ou économique, quoi. Et donc, effectivement, j'ai commencé à conceptualiser ces road trips, mais en parallèle, j'ai commencé à former des femmes à la conduite du 2 roues en Malaisie, où j'étais basée, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que la dimension sociale et solidaire en fait dans le séjour que tu proposes en Meet the Women of Nepal est extrêmement forte justement, et ça permet vraiment aussi de valoriser la population locale, hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est vrai que l'impact social est un élément important. Mais au-delà, enfin, quand je dis l'impact social, on va dire oui, il y a un côté voyage solidaire, mais pour moi, ça ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire, c'est pas simplement des rideuses, touristes, voilà, qui vont faire une bonne action, qui vont distribuer des choses. Ça va bien au-delà, dans le sens où il y a un réel échange, et que ce que nous on apporte
à travers nos contributions économiques ou matérielles ou en salariant des guides touristiques locales ou en ayant des initiatives qui permettent d'encourager l'émancipation économique et l'indépendance économique des femmes dans le pays qu'on visite. Il y a aussi un échange inverse où ces femmes, elles partagent des moments avec nous, une culture, un savoir-faire, leurs expériences. Donc, elles nous font vivre une expérience touristique au-delà de ce qu'un touriste lambda pourrait vivre, si tu veux. Donc, si tu veux, il y a un côté voyage solidaire, mais pour moi, ce qu'on reçoit des femmes locales est aussi important que ce qu'on leur apporte, en fait. Et l'inspiration va vraiment dans les deux sens. Enfin, toi, tu l'as vécu toi-même, hein. Je veux dire, tu vois, tu as eu ce sentiment effectivement, à travers ce tour, on a pu former des jeunes népalaises à être guides touristiques. Tu as vu dans la communauté Tharu, effectivement, on a distribué parce qu'on discute avec les communautés, on leur demande ce qui peut leur être utile, etc. Donc, tu as eu ça. Mais toi, à l'inverse, tu as aussi rencontré ces femmes locales qui t'ont inspiré par leur force de caractère, par leur histoire de vie, etc. Donc, c'est vraiment un échange dans ce sens-là, quoi. Ah oui, non, mais en fait, ça va au-delà d'un échange culturel, hein. Il y a vraiment un échange, en fait, en tant que femme, avant tout, hein. Et c'est pour ça que ça s'appelle Meet the Women of Nepal. Il y a vraiment, de cette sororité. D'ailleurs, je connaissais pas, en fait, la définition du mot, hein, mais je pense que finalement, c'est difficile, en fait, d'apporter une réelle définition avec des mots. Je dirais que plutôt la sororité, c'est quelque chose qui se vit. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai vécu, au sein de cette aventure, hein. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je fais une interview avec toi, parce que c'est même, on va dire, pratiquement 1 an et demi après, c'est une aventure qui m'a tellement marquée que je ne peux que recommander aux femmes de vivre, en fait, cette expérience et de pas passer à côté, hein. Et justement, quels sont les profils de ces femmes qui participent? Parce que c'est vrai qu'on était un petit groupe, là, on était 7 au total. Il y avait Hélène, donc qui est une Américaine, on avait Kerstin qui était allemande et tout. Est-ce qu'il y a un profil type, justement, de femmes, en fait, qui participent à ce type de voyage, hein? Non, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de profil type en termes d'expérience, d'âge, de nationalité, en termes de démographique. C'est-à-dire que là je vais dire, je confonds un peu Inde et Népal parce que même si c'est des destinations différentes, aujourd'hui les concepts sont les mêmes. On a ça va de 35 à 62 ans. En termes d'âge, on a eu des femmes de France, d'Australie, US, Angleterre, Allemagne, Thaïlande, Singapour. On a eu pas mal de pays d'origine. Et puis, on a eu beaucoup de niveaux différents. Donc, toi, effectivement, t'es venu sur un trip assez challenging et t'avais à peine 1 an de permis et aucune expérience off-road. Et puis, tu vois, l'année dernière, on avait une des participantes qui a déjà fait le Dakar, qui avait plus d'expérience. Par contre, donc malgré cette différence de profil, on va dire entre guillemets démographique, déjà moi je trouve que c'est ce qui fait la richesse, et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à avoir des groupes multiculturels, parce que c'est ça qui fait toute la richesse, et c'est ça qui fait qu'on est aussi très ouvert sur l'extérieur et sur l'équipe locale et sur les femmes locales qu'on rencontre, parce qu'on n'est pas un petit groupe d'amis qui se connaissent et qui veulent juste rester entre elles, quoi. Donc il y a cette ouverture d'esprit, cette diversité, et puis cette complémentarité. Par contre, ce qui fait, c'est, je pense aussi, qu'on expérimente ce sens de sororité, c'est parce que on a toutes quand même un point commun, c'est cette envie, de sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait avec notre compagnon ou notre groupe d'amis motards ou d'autres copines, voilà. Donc souvent il y a cet aspect, je peux pas forcément, j'ai pas tellement de gens avec qui faire ce type de voyage,
et j'ai envie de me sortir de ma zone de confort et faire quelque chose un petit peu d'extraordinaire. Le deuxième point commun aussi, c'est que elles ont envie de give back to the community. Elles ont envie de donner et de partager. Elles ont envie de voyager différemment et elles ont envie de contribuer aux communautés locales. Donc ça, c'est aussi un deuxième point commun qui est très fort entre les participantes. Et puis le dernier qui est peut-être un peu moins fort, mais qui est important quand même, c'est que elles ont un côté aussi féministe et elles ont envie de partager une expérience avec des copines parce qu'elles savent qu'elles vont être dans un environnement peut-être un peu plus bienveillant, un peu plus confortable, où justement elles vont pouvoir sortir de leur zone de confort, quoi. Donc on va dire c'est un peu souvent les traits de caractère des femmes qui vont nous rejoindre sur ces trips, quoi. Hein, voilà, aventurières, on va dire des aventurières avec une forte envie de voyager différemment et de contribuer à l'émancipation des femmes, quoi. Donc il y aura un séjour en fait au Népal du 13 au 26 avril 2024 et du 16 au 29 octobre 2024 également. Quels sont les freins que les femmes peuvent avoir pour participer à ce type d'aventure? Alors, effectivement, je vais dire les 3 freins principaux sont les compétences, le temps et l'argent. C'est ce que j'entends en général le plus souvent. Donc les compétences, ça peut être, je dis compétences, capacité physique. Ça va être aussi bien les compétences de conduite que la capacité, l'endurance physique. Donc ça, souvent, c'est un des freins, le temps et l'argent. Voilà, en tout cas, c'est les freins qui sont souvent exprimés. La réalité, mais bon, ça, je suis peut-être biaisée, mais là, c'est de l'expérience et aussi d'avoir vu quelles sont les femmes qui ont finalement participé à ces trips. En général, c'est surtout des croyances limitantes. Parce que regarde-toi la première. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais des économies à non plus pouvoir. C'est pas comme si t'avais pas d'autres choses dans lesquelles dépenser de l'argent. C'est pas comme si t'avais pas une famille ou des enfants ou un compagnon avec qui t'avais envie de passer des vacances. C'est pas comme si t'avais pas de job. Et au niveau de la santé, de la même façon, t'étais pas dans les meilleures conditions et t'avais jamais roulé en off-road. Donc, tu vois, et pourtant tu l'as fait. Donc, tu vois, c'est pour ça que on va dire, il y a les freins théoriques. Et c'est pour ça que j'appelle ça les excuses, entre guillemets, qui reviennent le plus souvent. Mais la réalité est que si t'écoutes vraiment ton cœur, si t'écoutes vraiment cette âme un petit peu sauvage au fond de toi, et que t'as des rêves, à un moment donné, il faut prendre une première action et le reste découle. On trouve toujours des solutions au niveau du temps, de l'argent et des compétences. Mais effectivement, c'est vrai, le fait d'être entre femmes, des fois, ça fait sauter un petit peu des barrières, notamment sur la partie compétences, où elles se disent, voilà, au moins, j'ai moins la pression que de suivre un groupe de mecs qui va peut-être qui va vouloir peut-être aller plus vite, voilà. Mais comme je te dis, ça veut rien dire, parce que des fois, t'as des femmes très expérimentées aussi qui ont envie d'aller plus vite, voilà. Pour moi, c'est plus des excuses que des vrais freins, on va dire. Non, mais je suis d'accord avec toi et surtout. Comme j'ai participé en fait au premier voyage et ce qui m'avait vachement plu, on va dire dans ton discours, c'était alors qu'il n'y avait pas forcément de notion de compétence réelle à avoir, mais que c'était surtout une question de volonté et de désir en fait de se dépasser. Et franchement, c'était ça qui m'a donné le déclic, si tu veux, de me dire, OK, moi, ça me faisait que 1 an de permis, et je me sentais pas forcément non plus super à l'aise en fait sur route, mais je me projetais déjà en fait de faire du off-road, et effectivement, j'avais pas non plus une condition physique optimale, et j'avais pas non plus un porte-monnaie
on va dire, vraiment des moyens de folie pour faire ce voyage. Mais quand même, il y avait quelque chose qui me disait non, il faut que tu fonces parce qu'il y avait un caractère assez exceptionnel en fait dans ce road trip, hein, et je l'ai jamais regretté parce que pour celles qui se disent bon ben en fait oui d'un point de vue financier etc. Je pense que c'est juste une question de priorité à avoir, hein. Bah il y a des gens qui vont prioriser bah, d'autres choses, de faire des travaux à la maison, etc. Moi, j'ai juste envie de dire bah, que la vie est courte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je suis la première à le témoigner, et que parfois il y a des priorités à avoir dans la vie pour moi, le voyage en fait partie, et notamment en fait le voyage dans ces types de conditions, parce que pour moi, les souvenirs n'ont pas de prix, les souvenirs de dépassement de soi n'ont absolument pas de prix. Et même si on va dépenser voilà une somme d'argent, mais bon que je trouve encore raisonnable, hein, pour moi ça t'enrichit tellement plus après en fait, hein, que voilà que enfin il y a vraiment pas de mots quoi. Donc foncez quoi. Foncez, il y a pas de voilà, il y a pas de réelle excuse à avoir parce qu'on peut toujours en fait trouver les moyens. Voilà. Tout à fait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est, je ne veux pas par contre dévaluer le fait qu'il faut des compétences et que je dis pas que c'est un ride facile et je dis pas que n'importe qui peut le faire. En revanche, pourquoi par exemple toi je t'avais dit ok tu peux le faire, c'est par rapport à l'attitude. Tu vois, c'est ça aussi qui est clé. C'est-à-dire que t'avais pas les compétences, mais on te les a appris les compétences, on t'a montré, etc. Tu vois. Mais c'est aussi une question. Et franchement, faut avouer les premiers jours, voilà, t'es tombé plein de fois. Et Sabrina, elle disait tout le temps, oh là là, mais je sais pas comment elle fait. Elle a une, qu'est-ce qu'elle a une bonne attitude, Annie, parce que moi, ça fait longtemps, j'aurais jeté la moto et voilà, c'était fini, tu vois. Donc c'est ça aussi. Moi, je sens un petit peu dans l'attitude. Bien sûr, il faut avoir des compétences, mais en tout cas, mon discours, c'est de dire ce n'est pas un frein. Et mon discours, c'est de dire, s'il y a besoin, on t'apprendra, on te montrera, on prendra notre temps. Et puis, on a une équipe locale aussi. Donc, moi, je fais aussi en sorte qu'on ait une équipe locale suffisamment grande pour que s'il y a un moment, il y a un coup de barre, s'il y a un moment, il y a une difficulté, qu'on ait un de notre équipe ou une de notre équipe qui puisse prendre la moto, qui puisse filer un coup de main, etc. Donc, c'est aussi pour ça que voilà, parce que moi l'idée c'est justement de rendre ces aventures accessibles aussi, tu vois, au plus grand nombre, c'est important. Et puis après là, on parle beaucoup du Népal parce que c'est ce que tu as expérimenté. Il y a un fort aspect sortir de sa zone de confort à cause de la partie off-road. On est dans la montagne, mais par exemple, tu vois, en Inde. Là, on a aussi un autre trip en Inde. Ça, c'est plutôt début octobre, du 1er Oui, c'est du au 1er 13 octobre octobre. au 13 octobre. On a fait voilà, on a fait le premier là en 2023. Là, c'est de la route cimentée. Donc sortir de sa zone de confort en Inde, dans le Telangana, là, ça va être plutôt parce qu'on va beaucoup dans des zones rurales, que on va dans des endroits qui sont pas du tout touristiques, où l'hébergement c'est pas toujours de la qualité. Voilà, c'est parce qu'on va vraiment dans les zones rurales et des fois il y a un moment on va camper. Enfin voilà. Mais par contre, en termes de compétences de moto, c'est pas forcément là. Voilà, le challenge sortir de sa zone de confort va être plutôt autour de voilà des infrastructures touristiques, de la nourriture, voilà épicée qui peut. Voilà, ça va être ça un peu le challenge en Inde. Alors que au Népal, le challenge ça va être plutôt le riding skills, quoi, les compétences de conduite. Donc tu vois, voilà, on essaie d'en avoir aussi un petit peu pour tous les goûts, mais toujours avec le pilier commun de voilà, faire quelque chose d'un peu d'extraordinaire, de sortir de sa zone de confort, d'être entre nanas dans un environnement bienveillant avec des guides touristiques féminines locales et un impact social où voilà, une bonne partie de l'argent du trip sert à réinvestir dans les communautés locales, quoi. Voilà. Mis à part les pays occidentalisés, on peut voir de plus en plus de femmes se mettre à la moto, hein. Est-ce que tu penses que dans certains pays, comme dans les pays d'Asie, de faire de la moto pour une femme, c'est vraiment de se libérer des normes sociales qui peuvent être réductrices et discriminantes par moment, hein? Alors, oui,
mais pour moi, ça va au-delà. Ça va au-delà des attentes sociales. Alors effectivement, c'est vrai que une femme, en particulier sur une grosse moto, ça va un peu challenger, voilà, le statu quo. Des femmes qui travaillent dans le milieu de la moto et du tourisme, ça challenge un peu le statu quo. Mais je dirais que l'impact le plus important, c'est plutôt l'impact psychologique. Parce qu'en fait, faire de la moto, c'est vrai que ça a un côté très masculin, dangereux, où en fait on va des fois se limiter nous-mêmes en se disant ben je suis pas capable, je suis trop petite ou c'est pas fait pour moi, etc. Et en fait c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte de ça surtout en donnant des cours de moto. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont venues me voir et il y en a même qui n'ont pas nécessairement continué à faire de la moto après, mais pour qui ça a servi un petit peu de déclic parce qu'elles se sont dit ah bah voilà, typiquement ça c'est un truc, la moto, je disais que c'était pas pour moi ou que c'était un truc d'homme ou que c'était trop dangereux et au final ben je suis tout à fait capable, j'ai réussi. Ben, peut-être qu'il y a d'autres choses dans la vie comme ça aussi, où en fait je me limite et que je devrais essayer. Et donc voilà, je pense que pour moi, la moto, c'est vraiment, c'est en ce sens que c'est un véhicule très intéressant parce que effectivement, dans le psyché des gens et socialement, c'est il y a beaucoup de stéréotypes et d'avoir plus de femmes dans la moto, effectivement, ça permet de favoriser un peu la diversité, l'inclusion et de challenger un peu le statu quo. Mais l'impact sur l'émotion et l'impact sur le psyché interne, pour moi, est aussi important, sinon plus, que l'extérieur, quoi. Mais en tout cas, ça donne l'opportunité, si tu veux, moi, en ayant des trucs, en ayant des formations woman-led ou en ayant des road trips woman-led, c'est juste une façon de donner l'opportunité à des femmes de tester quelque chose et de sortir de leur zone de confort. Parce que comme je te dis, moi, dans mon cas, il a fallu que je perde mon boulot pour réaliser ce qui me passionnait dans la vie et ce que j'avais envie de faire et dans quoi j'avais envie de m'investir, etc. Et je trouve ça dommage d'attendre, en fait. Parfois, on attend un drame. Comme toi aussi, tu t'es décidé de faire certaines choses parce qu'à un moment, tu as eu une réalisation. Ou moi, en 2019, pareil, j'ai eu un accident d'avion. Ça m'a fait un petit peu relativiser en me disant, là, la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, j'ai pas envie de dire à chaque fois, plus tard, je ferai ça. Et j'ai envie, en fait, chaque jour de me réveiller en me disant ben que je suis heureuse de ce que je fais et que je suis à ma place et que si demain, honnêtement, si demain je mourais, j'aurais aucun regret, quoi. Je mourrais, mais trop heureuse, tu vois. Et ça, juste ce bonheur de pouvoir se dire ça chaque jour, je pense c'est hyper important. Et donc, ben voilà, la moto, ça donne une opportunité voilà, de se pousser un peu de sa zone de confort, de prendre un peu du recul sur sa vie. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un outil magique pour ça, quoi. Ah, et comme tu dis, c'est vraiment un outil magique pour ça. Ça permet vraiment de rester ancré dans le moment présent parce que on doit être très attentif aussi à moto. Hein. Donc, ça permet, enfin, pour moi, je trouve que ça fait un petit peu comme une sorte de reset dans la tête. Hein. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter? Non, il faut saisir ses envies, ne pas trop attendre quand on a. Je pense que j'ai juste envie de dire que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des rêves, voilà, qui trottent un petit peu dans leur tête, bah, de se poser la question quelle est la première chose que vous pouvez faire maintenant pour les réaliser, quoi. Et des fois, c'est le premier pas le plus difficile. Le reste suit. Et des fois, le premier pas, ça peut être, ben, Ouais. je sais pas, comme toi, c'est été de me contacter.
et qu'on se fasse un appel téléphonique. Pour d'autres, ça va être de dire, ben voilà, à partir de la semaine prochaine, je commence à économiser X euros par mois pour faire une aventure. Ça peut être, voilà, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, et ben voilà, à partir de cette semaine, je vais réfléchir à ce que je peux faire. Enfin voilà, c'est des fois, il suffit d'avoir un premier step, quoi. C'est le plus dur à prendre. Merci beaucoup, Alison, pour ton partage d'expérience. Parfois, il suffit d'avoir un premier step. C'est le plus dur à prendre. Et c'est sur ces derniers mots qu'Alison me quitte. C'est une phrase, ceci dit, qui reste à méditer. Et vous, dans la vie, est-ce qu'il est généralement difficile de faire ce fameux premier pas pour un projet qui vous tient à cœur ? Si oui, j'ai constaté généralement que c'était souvent lié à la peur. Dans ce cas, de quoi avez-vous peur ? De bousculer des fondations que vous pensez être solides ? Du regard de l'autre ? De briller ? Ou tout simplement d'échouer ? Parfois, l'honnêteté que l'on peut avoir envers soi-même permet de se poser des bonnes questions et de réorienter nos vies. En attendant vos réflexions à ce sujet, je vous invite à regarder le court-métrage sur ce trip au Népal et qui a remporté le 3e classement parmi une quarantaine de films sélectionnés au Festival des 2 roues à Lyon l'année dernière. Je vous invite également à aller sur le site web d'Alison, freew.co. Vous trouverez tous les liens dans mon descriptif. Si vous avez aimé ce motocast, eh bien, ce serait adorable de votre part de le faire partager à vos proches et amis. À bientôt!